il s'était crucifié avec une machine à clouer. Ah oui, bien sûr. Et blac, le clou lui a traversé, un clou, et il s'est traversé la main sur la planche. Donc les pompiers ont disqué la planche de chaque côté, et il est arrivé comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, notre invité, c'est Frédéric. Frédéric qui est chirurgien à Montpellier. Chirurgien, il a 53 ans, il a opéré plus de 20 000 fois, il a plein d'anecdotes. Je sais que vous avez beaucoup aimé le médecin légiste, Philippe Boxeau. On s'est dit que c'était bien d'avoir aussi des anecdotes de chirurgien sur plein d'opérations les plus incroyables qu'il ait faites. Il s'appelle Frédéric, si jamais vous voulez faire pareil que Frédéric et venir ici en plateau. Il nous a tout simplement envoyé son numéro de téléphone par email avec une petite explication de sa vie. Si vous avez aussi des anecdotes de fou dans votre métier ou dans votre vie, ou si vous arrivez à quelque chose d'incroyable, vous êtes tous les bienvenus. Vraiment, c'est pour ça qu'on fait ce média, c'est pour vous recevoir vous. Il suffit juste de m'envoyer un email sur contact@legendgroup.fr, ça s'affiche ici, contact@legendgroup.fr, et c'est parti avec Frédéric, chirurgien de Montpellier. On y va. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis chirurgien et je vais vous parler de mon métier sur Légende. Alors voilà, bienvenue Frédéric, merci beaucoup pour le clap. Frédéric qui est chirurgien orthopédique. Est-ce que ça a un rapport avec les chaussures, les semelles orthopédiques, tout ça? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est orthopédique? Pédos, c'est l'enfant, comme pédiatre. Ortho, c'est redresser. Donc les premiers chirurgiens orthopédistes, c'était les chirurgiens qui opéraient les enfants de la colonne. Donc ortho, redresser les enfants. Rien à voir avec le pied. Rien à voir avec le pied, ok. Tout à l'heure, j'ai posé les 10 questions, oui. Les 10 rumeurs qu'on trouve sur les médecins, sur les chirurgiens, sur les opérations. Il y a plein de trucs sur Internet qu'on a cherché, on a trouvé des questions vraiment intéressantes. Et on s'est amusé à aller sur les forums, genre Doctissimo, où des gens posent des questions, parfois un peu évidemment farfelues, et parfois hyper intéressantes. Et du coup, on a essayé de prendre des questions qui peuvent intéresser un peu tout le monde. Tiens, s'il m'arrive ça, qu'est-ce que je dois faire? Si je me coupe un doigt, qu'est-ce que je dois faire? Ça, on peut y répondre. Ouais. Ça, on connaît un petit peu avec la glacière, avec les glaçons, on en parlera tout à l'heure, mais les choses à pas faire, à faire, etc., ça va être très intéressant. Toi, tu as vécu des journées de fou, tu vas nous raconter jusqu'à 27 opérations dans la même journée, on en parlera tout à l'heure. Tu as opéré un homme qui arrivait avec 40 fractures, tout seul sur son corps, voilà. Donc 15 fractures ouvertes, donc là, c'était vraiment très, très grave. Tu vas nous raconter les amputations, comment ça se passe, comment tu fais. Tu as opéré des voyous aussi, à un moment donné, avec des gardes du corps qui t'ont mis la pression, etc. Des trucs assez fous. Juste pour comprendre, tu as fait 14 ans d'études. Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'après le bac, tu as les 6 premières années de médecine en 2 cycles. J'ai beaucoup travaillé en première année de médecine, donc je ne l'ai pas redoublé. À l'époque, on pouvait redoubler. Globalement, quand tu ne redoubles pas la première année, tu as 10% de chance de l'avoir, la première année. Wow. C'est à peu près les mêmes statistiques, si ce n'est que maintenant, on ne peut plus redoubler. Et donc, voilà, on passe ce concours qui est très difficile, vraiment très, très difficile. Je me souviens très bien de cette première année, pourtant, elle est très ancienne, il y a énormément de pression. Il y a une pression entre les étudiants qui est affreuse. Une petite anecdote, dans l'amphithéâtre, quand quelqu'un se mouchait, je vais me moucher pas mal de fois, j'ai un peu le nez qui coule aujourd'hui. Voilà, quand quelqu'un se mouchait, tout le monde hurlait « crève ». Mais non. C'est sympa, c'est bienveillant. C'était très bienveillant. Et pourquoi ils font ça? Parce que pour mettre une certaine pression, pour que les nerfs lâchent, et qu'à l'époque, qu'on n'arrive pas à travailler et qu'on rate. Ah, le but, c'est de faire rater les autres. C'est la pression psychologique, ouais, c'était ça. C'est pire que la finance et que tous ces métiers. Ah, c'était très violent. Moi, ça m'a renforcé, en fait. Tu te rappelles de ton premier patient où tu as eu vraiment peur? Tu t'es dit, là, c'est moi, le chef. Alors, j'ai pas eu peur. C'est vrai? Non, parce que j'attendais ça depuis toujours. Et je me souviens même de l'opération que c'était. C'était une dame qui avait un abcès. Alors, au début, quand on est interne, on ne te laisse pas les prothèses, les choses très compliquées, c'est normal. Hein. Tu commences par les choses toutes simples. Et puis après, ça va crescendo. C'était un abcès, une dame qui avait une collection et un abcès. Donc, il fallait faire l'anesthésie, puis ensuite ouvrir, drainer, laver et puis suturer. Je l'ai réussi. Oui, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y a des moments où vous rigolez un peu quand même? Est-ce que tu as une anecdote, un truc un peu drôle qui t'est arrivé dans les gardes? Et après, on va parler d'anecdote. Oui, j'ai une anecdote rigolote avec un de mes chefs qui est devenu un ami, Nicolas. Et au milieu de la nuit, on opère un type, je crois que s'était pris une balle dans le bras. Enfin. Et donc, on est tous les deux en train d'opérer ce patient. Et puis, il met de la musique. Il demande à l'infirmière de mettre de la musique. Et il met une chaîne qui s'appelait à l'époque, je crois, Extravagance, je crois que c'était sur RTS. Enfin, de la musique techno très, très violente. Et il met la musique à fond. Mais à fond. C'est-à-dire, bon, le patient, évidemment, est endormi. Hein, donc, et à fond. Et on se met un peu à chanter en même temps que la musique. Tout le monde est sorti de la salle opératoire. C'est vrai?
Tellement c'était insupportable. Mais moi, j'étais content, j'étais avec mon pote, on opérait, sérieusement, malgré tout, évidemment. Et donc ça, c'était... En musique. C'était en musique. Mais ce jour-là, enfin cette nuit-là, très, très fort. Il y a des rumeurs, je vais te dire les 10 rumeurs qu'il y a sur les médecins, sur les chirurgiens, etc. Et tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Bien sûr. Si on avoue un meurtre à un médecin, il ne peut pas prévenir la police par secret médical. Alors je crois qu'on peut, je crois qu'on n'est pas obligé de le faire, effectivement. Il y a le secret médical s'impose, mais en tant que citoyen, imaginons une affaire encore plus délicate, je ne sais pas, de pédophilie par exemple, j'avoue que j'aurais du mal de me taire, quitte à prendre un risque judiciaire. Sur ta carrière. Ouais. Les médecins se partagent entre eux des photos drôles prises pendant des opérations. Non. Non, il n'y a pas de... Non, des photos drôles, non, il n'y a pas tellement de photos drôles. Est-ce que parfois vous jouez avec des morceaux de corps? Non. Vous arrivez Non. de faire une blague? Non, jamais. Enfin, en tout cas, de tout ce que j'ai vu, non. Et ce que j'ai vu, c'est quand j'étais en première année de médecine, les gens qui préparaient les cadavres, bon, c'est pas arrivé, mais ils mettaient des fois des doigts dans les poches des blouses. Et donc, quand tu enlevais ta blouse, tu avais un doigt de cadavre. Mais ça, c'est pas la pratique de la médecine. C'est les types qui... Mais c'était il y a 40 ans. Mais ça, j'ai jamais vu. Non, on respecte énormément. On entend souvent que dans les études de médecine, ça joue... Alors, moi, j'ai jamais joué... pas le premier à le dire, quoi. Oui, non. Moi, j'ai jamais joué avec les cadavres. C'est tellement... Enfin, je suis très respectueux des gens qui donnent leur corps. Et je me souviens très bien de ma première dissection, d'ailleurs, on pourra en parler si tu veux. Vas-y. Eh ben, c'était en deuxième année de médecine, donc je devais avoir à peine 19 ans. Et donc moi j'attendais ça parce que je voulais... alors avant de vouloir sauver les gens ou les améliorer, mon premier but c'était quand même de comprendre, moi. Ensuite ça a été de réparer, et puis ensuite le bénéfice c'était d'améliorer les gens. Mais à 19 ans, je voulais ouvrir, je voulais comprendre comment ça marchait. Première dissection, on ouvre la porte sur une énorme salle avec plein de cadavres. Donc il y en a déjà qui font des petits malaises, parce que c'est quand même particulier. Et moi, j'étais le premier à vouloir rentrer. Je rentre, et je me souviens, j'ai pas mis les gants. J'ai touché, il y avait un monsieur allongé, j'ai touché son épaule droite. D'accord, il avait les pieds là-bas. J'ai touché son épaule. Ah oui, le cadavre. Enfin, oui, c'était un. Ah oui, pas un collègue. Non, un cadavre qu'on allait disséquer. J'ai posé pour avoir un contact réel en fait avec ce monde. J'ai posé la main. Je dis bon ben voilà, on y est, c'est parti. J'ai mis les gants et immédiatement. J'ai disséqué la zone qu'on me demandait de disséquer. Et tout de suite, ça m'a plu. Il n'y a pas eu d'écœurement, rien du tout. Ça, c'est vrai? Ah non, moi j'ai... Ça t'a pas choqué le fait de toucher? J'ai vu des choses forcément dramatiques dans ma vie, visuellement. Hein, je ne parle pas après de l'émotion qu'on peut avoir avec certains patients, mais visuellement des choses dramatiques. L'instant d'après, je vais manger un sandwich, il ne se passe rien. Ah c'est vrai? Il ne se passe rien. C'est froid? Ouais, c'est froid. Pour la technique, c'est froid. Après, l'empathie en consultation, c'est complètement différent. Là, il y a l'humain. Mais quand j'opère, il y a une partie, il y a un membre, et je fais la technique. Et t'as ouvert quoi, par exemple, pour comprendre à quoi ça sert de disséquer? Alors là, par exemple, on avait ouvert la paroi abdominale pour disséquer les muscles abdominaux. Bon, au bout d'une demi-heure, j'avais bien disséqué, je voulais voir plus, moi. Je voulais voir un cœur, je voulais voir les choses que j'avais vues sur les livres. Donc je suis allé voir le préparateur en anatomie, je lui ai dit, il n'y a pas moyen d'ouvrir, d'aller plus loin. Et puis il a trouvé que j'étais un petit peu trop pressé, qui m'a un peu envoyé balader. Et puis à un moment donné, il dit bon, on va aller plus loin, on va ouvrir le médiastin. Donc le médiastin, c'est là où il y a le cœur, etc. Il me faut un volontaire pour couper les côtes, parce que pour ouvrir un thorax, ça s'ouvre comme un capot de voiture. Hein. Ah oui? En anatomie. Enfin, c'est en longueur? Non, ils ouvrent là, et puis on relève tout. Ils relèvent les... Oui, ça, c'est pas en chirurgie, hein, c'est vraiment en anatomie. Enfin, en tout cas, à l'époque, on faisait comme ça. Donc il faut quelqu'un pour couper les côtes, et il amène une pince comme ça, comme une pince Monseigneur. Bah, le seul qui a levé la main, c'était moi. Hein. Ah, c'est vrai? Ah oui, j'ai levé, parce que je voulais, donc j'ai fait ça, clac. C'est quand même... Oui, c'est d'être brutal de couper. Ah bah oui, tu passes sous la côte. Et ça te dégoûte pas? Ah non, et après, on a ouvert, et là... Fantastique séance de dissection. Enfin, ça semble bizarre, mais fantastique. J'aurais pu passer une semaine. Faut que je te présente Philippe Boxeau, attends. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Pendant notre Philippe, mais... Ouais. Ah oui, mais bien sûr, mais ça m'a plu. Mais la médecine légiste aurait pu me plaire aussi. Ah oui, mais il y a à côté, voilà, ça s'arrête. Enfin, c'est autre chose. Moi, ce qui me plaît quand même, et surtout maintenant, évidemment, avec les années, c'est de réparer les gens et de voir le résultat et l'échange. Alors, je continue sur la rumeur, on va y revenir après si tu veux bien. Les médecins ne payent pas quand ils vont chez d'autres médecins? Globalement, ça c'est vrai. Ça c'est vrai? Oui, c'est vrai, dans 3/4. Voilà. Quand tu vas, c'est comme les cuisiniers en réalité. Les grands chefs, s'ils vont chez un autre grand chef, ils sont invités. C'est ça. C'est un peu la coutume. C'est ça, globalement, oui, c'est vrai à 80%. Les médecins ont des vacances parfois offertes par des laboratoires. Alors, regardez un petit peu toutes les rumeurs qu'il y avait, je te pose tout. Bien sûr, alors ça c'est complètement terminé, mais ça existait. C'est pour ça qu'il y a eu des règles ensuite très strictes, même peut-être trop strictes,
Puisque maintenant, quand un laboratoire t'offre le petit déjeuner avec 2 croissants, il faut que tu signes un papier. C'est vrai? C'est complètement fou. Enfin, ça, c'est... Parce qu'il y a eu de l'abus, c'est ça? Il y a eu de l'abut. Dans les années 80, de ce que j'en sais, effectivement, tu partais à Hong Kong à un congrès, et puis t'emmenais ta femme, les gosses. Et, bon, c'est pas très... Ça, c'était vrai, mais c'est plus vrai du tout. Ça, c'est plus vrai du tout. Après, c'est comme tout le monde en profiterait, en vrai. Là, c'est toujours... Ah bah oui, quand c'est... Et après, le problème, c'est que t'en as qui en profitent et qui, après, vont pousser des produits, voilà, même si c'est moins bien pour aller... Exactement. Non, ça n'existe plus. C'était pour les pharmaciens, je crois, il y a eu des gros scandales il n'y a pas si longtemps que ça, parce que des pharmaciens mettaient évidemment plus de produits d'une certaine marque devant, parce qu'ils avaient une bouteille de vin et un iPhone. Moi, je me méfie. Enfin, moi, ça ne m'arrive pas, on ne me propose jamais rien. C'est pas plus mal. Si on va me payer, par exemple, un congrès, c'est différent. On a un gros congrès de chirurgie de la main tous les ans. Surtout si tu participes au congrès pour faire une conférence ou donner une nouvelle technique, on va te payer ça. Ouais. Les médecins prescrivent les médicaments génériques, car ils sont remboursés et moins chers, mais un peu moins bons pour la santé. Il y a plein de trucs sur les médicaments génériques qu'on a lus sur Internet. Oui, alors c'est vrai. Quelle est la vérité? Alors, moi, je prescris certains médicaments sans possibilité de substitution, c'est ça, c'est la substitution. Oui. Pas générique, notamment les pansements. Il y a les pansements techniques, je ne veux pas que ce soit substitué. Après, sur les médicaments, si c'est substitué, effectivement, ça ne me pose pas de problème. Mais je sais qu'il y a des problèmes d'allergie ou d'intolérance, pas au procès chimique lui-même, mais aux excipients, c'est-à-dire à ce qui est mis dans la capsule. Il y a des gens qui tolèrent moins. Et il y a eu un problème avec notamment le traitement de la thyroïde, avec des substitutions qui ont créé plein de problèmes il y a quelques années. Mais c'est une partie de vrai, oui. Pendant le Covid, des médecins, parfois, ont essayé des traitements sans le dire pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas dans certains hôpitaux. Oui, alors il y a eu le scandale qui, à mon avis, n'en est pas un, avec le professeur que tu as reçu, d'ailleurs. Raoult, tout à fait. Globalement, c'est ça. Mais bon, moi, je n'ai pas traité le Covid. Moi, j'ai été interdit d'exercice pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'on nous a interdit du jour au lendemain de travailler. Les chirurgiens? Sauf les urgences. Donc, on était en vacances, forcés. Ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même des patients qui méritaient de la chirurgie, pas urgente, mais nécessaire. Et c'était pareil pour les kinés, donc il y a des gens qui n'ont pas été rééduqués. C'est-à-dire que le lundi, j'ai opéré, le mardi, il fallait s'arrêter de travailler. Oh là là. Donc il y a des gens qui ont peu eu de soins. Ça, c'était un drame. Et je parle que dans mon domaine, mais c'était pareil en cancérologie, il faut comprendre ça. Je crois qu'en 2020, il y a eu 50 000 cancers de moins diagnostiqués. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu 50 000 de moins, ça veut dire qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Et certains cancérologues que je connais ont vu des cancers très évolués après, à des stades où normalement en France on ne les voit pas, parce qu'il y a eu un retard de prise en charge. Ah waouh. Ok, les gens allaient moins se faire dépister. Oui, ils ont eu peur. 2, 3, 4 mois. Tout à fait. Et même en urgence, j'ai souvenir, c'est une anecdote, un petit papy adorable qui vient de Lunel. Lunel, c'est à l'est de Montpellier, c'est à 30 km. Et il arrive en consultation, pas aux urgences, avec le doigt amputé, l'os à l'air. Ça faisait presque 15 jours qu'il s'était blessé le doigt, il n'osait pas venir parce qu'il avait peur du Covid. Mais non. Et donc l'os était en train de s'infecter, bien sûr, ça ne cicatrise pas quand l'os est à l'air. Donc je l'ai opéré, je lui ai fait un lambeau, j'ai reconstruit le bout du doigt. Il n'avait pas un mal de chien? Non, il avait tellement peur que c'était largement... Sa douleur ne comptait pas, là. Incroyable. Les gens ont eu très peur. Il y a des mecs qui sont durs au mal quand même. Ah oui, ça, c'est vrai, moi j'en ai vu, vraiment. Il y en a pour une écharde, ils arrêtent un combat de MMA. Mais une écharde, on est d'accord, pour la décharge de Cédric Doumbé, ça peut faire extrêmement mal. Moi, j'ai déjà eu des boutons, un bouton dans le nez, non, mais c'est un exemple, mais tout le monde a déjà vécu, qui font plus mal qu'une ouverture avec une lame de rasoir sur le... Parfois, tu sais pas, ça touche un nerf. Ouais. On est d'accord, non? Ah bah là, ça peut-être toucher un nerf. Une écharde, ça peut faire très mal. Ah bah si c'est au contact du nerf, c'est intolérable. Oui, tu ne peux plus marcher. C'est vrai. Donc tu peux comprendre, Cédric Doumbé est arrêté un combat. Je peux comprendre. Oui, je peux le comprendre, mais ça peut s'expliquer. En tout cas, c'est réel. Tu peux vraiment avoir très mal avec un petit bout de verre dans le pied ou une écharde. Parfois, ça fait vraiment mal de chien. C'est pas forcément la taille du bobo, je veux dire, qui fait. Exactement. Là non plus, c'est pas la taille qui compte. Dernière rumeur qu'on a vue, enfin il y en a 2. Personne ne vérifie les arrêts maladie. Les médecins peuvent en prescrire un peu n'importe comment. Est-ce que ça c'est vrai? Non, ça c'est faux. Et c'est la sécurité sociale qui contrôle les arrêts maladie. Effectivement, nous on peut en prescrire, mais il y a des règles. C'est-à-dire, par exemple, un médecin traitant a arrêté son patient. Le patient vient me consulter, me demande une prolongation. Je leur dis régulièrement non. Parce que la règle, c'est d'avoir la prolongation par le même médecin. Ça évite le nomadisme médical. Mais après, il y a les médecins de la Sécu qui vont contrôler. Enfin, une rechute en accident de travail est toujours contrôlée. Il y a des contrôles inopinés.
Donc tu deviens médecin officiellement, chirurgien orthopédique en l'an 2000 pile, tu as 30 ans. Ouais. À ce moment-là, depuis, il s'est passé plus de 20 ans, bientôt 25 ans. Quelle a été l'opération la plus rapide que tu as faite dans ta vie? C'est de faire la plus rapide et la plus longue. Alors la plus rapide, je pense qu'actuellement, c'est le syndrome du canal carpien. Donc le canal, c'est une chirurgie réglée qu'on fait. C'est quoi le canal carpien? Alors le canal carpien, c'est une compression d'un nerf au niveau du poignet, très très fréquente. Je pense que vendredi prochain, je dois en opérer 6. On en opère beaucoup. Ah, waouh. Ouais. Qui est très pénible parce que ça t'endort les 3 premiers doigts, surtout la nuit. Les gens se réveillent la nuit plusieurs fois. Une fois, j'ai vu un patient en dépression, c'est pas ce qu'il avait. Il a perdu 10 kilos à cause de ses réveils. Et il n'allait pas bien, je lui ai dit, je vais vous opérer, c'est ça, et c'était fini. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est juste le nerf qui passe au C'est le mauvais nerf, endroit? voilà, dans un canal, le canal carpien, c'est vraiment un canal. Et donc la technique consiste, alors nous on le fait par caméra. L'autre technique, c'est d'ouvrir toute la main, mais ça se fait plus trop. Par caméra, on passe au niveau du pli du poignet, on rentre une canule, reliée à donc une caméra. Et donc, ça s'appelle une endoscopie. Et puis, on va libérer, on ouvre un ligament qui comprime le nerf. Ça s'ouvre et on est immédiatement soulagé. La nuit qui suit, tu dors. C'est quoi ton opération, ta journée la plus longue? Alors, la plus longue, j'ai dû faire une fois 27 opérations. À l'époque, on n'avait pas le même fonctionnement que maintenant. Maintenant, parce qu'on a une grosse structure, on a toujours un de nous 7 qui est de garde et qui ne fait que les urgences. Il n'opère que il ne consulte pas, il ne fait pas de chirurgie. Il est là au bloc tout le temps. Avant, on fonctionnait différemment. C'est-à-dire qu'on avait notre chirurgie organisée, la chirurgie froide, et on rajoutait des urgences. Et ce jour-là, voilà, j'ai eu 27 opérations parce que je devais en avoir 15 ou 16. Et puis, ça rajoutait une bonne dizaine d'urgences en plus. Bon, j'ai fini à 21h sans... Enfin, on est un peu... T'arrives à rester quand même concentré sur 27 opérations d'affilée. Mais... Est-ce qu'un chirurgien... Et après, je vais te demander la blessure que tu vois le plus souvent, un peu bête. Est-ce que ça gagne correctement sa vie? Parce que quand tu as bossé comme ça 14 ans, il faut aussi faire rêver, je trouve, c'est important. Et c'est important que des gens gagnent bien, surtout quand ils sauvent des vies, quand ils arrivent à soigner. Est-ce qu'on peut savoir une échelle à peu près? Oui, alors, un chirurgien, on va partir du... Très large, hein, mais... très large. Ça a commencé, je pense, dans certains services hospitaliers à 5 000 € à peu près. Et je pense que dans les grandes villes comme Paris, pour certaines spécialités, ça peut monter par mois à 40 ou 50 000. Ok. Voilà, ça peut être ça. En même temps, si vous ne gagnez pas votre vie, en ayant bossé 14 ans de votre vie sans vie sociale et qu'après vous sauvez des gens, si vous ne gagnez pas, voilà. C'est important qu'il y ait des métiers qui gagnent bien aussi. On gagne mieux à Paris qu'à Montpellier? Ah oui. Oui, je connais quelques chirurgiens de Paris. Je pense que diplôme équivalent, spécialité équivalente, c'est du simple au double ou voire au triple. Mais c'est pas très grave. Oui, parce que tu as ton coût de vie un peu moins cher aussi. Oui, et voilà. tu as le soleil. Exactement. Non, mais moi, je nous n'avons plus. Oui, je m'en suis rendu compte ce matin. Ici. Nous aussi, c'est un sacrifice d'avoir 6 degrés au mois de mai. Voilà. Alors, par rapport à d'autres pays, c'est encore complètement différent. Aux États-Unis, avec les diplômes, c'est du x10, x20. Enfin, avec un niveau de vie... Et t'as pas eu envie de partir non, moi en Chine, aux États-Unis? Ou à Dubaï, alors ça sera encore plus. À Dubaï? Ah oui, dans ces pays-là. Une fois, j'ai été interne avec un interne d'Arabie Saoudite, un arabe d'Arabie Saoudite, qui m'a dit, mais avec les diplômes que tu vas avoir, etc., ta façon si tu vas là-bas, ça va faire x20, x100. Enfin, il n'y a pas de limite. Bah oui. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est quoi la blessure bête que tu opères le plus souvent en tant que chirurgien? C'est un message. Mettez des laisses à vos chiens. Pourquoi? Parce que c'est les morsures de chiens qui sont les plus bêtes. C'est vrai? Dans la rue, on promène tous nos chiens. Moi, j'ai un petit chien, j'ai toujours en laisse. Et régulièrement, je vois, et dans mes patients également, des chiens qui sont promenés sans laisse. Et qui sont, évidemment, toujours gentils. Moi, je n'opère des morsures de chiens qui n'ont, jusqu'alors, jamais mordu. Jusqu'au jour où ils mordent. Parce que c'est facile de dresser son chien à la maison. On arrive à faire des petits ordres. Mais dans la rue, ils sont excités par d'autres choses. Ils vont voir un autre chien. Ils vont se prendre la tête. Ils vont commencer à se manger. Et que fait le maître? Il met la main. Et c'est souvent son propre chien, d'ailleurs, qui le mord. Donc ça, c'est vraiment une blessure. On en a... Même des petits chiens et tout ça? Ah oui. Alors, la morsure peut aller très loin. Voilà, après, il y a des grosses morsures avec des chiens qui ont des mâchoires autobloquantes, comme les pitbulls, mais ça, on n'en voit pas trop. Les Danois, une fois, j'ai fait une énorme morsure d'un... Les Danois, c'est les grands, les Scooby-Doo, là. Ah, ça peut être... c'est autobloquant. J'ai un patient, un des premiers que j'ai opéré quand je me suis installé, donc il y a pas loin de 20 ans maintenant,
qui s'est fait mordre pendant donc la main dans la gueule pendant plusieurs dizaines de secondes. Après, ça s'est infecté, c'était très 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 grave. Et j'ai fait une chirurgie de reconstruction assez complexe. Et j'ai évité l'amputation. Et à un moment donné où je pensais... C'est vrai? Ah oui, c'était T'as dramatique. beaucoup de morsures de chiens? Ah, les morsures de chien, c'est toutes les... Alors là, c'était un exemple extrême. Mais des morsures de chien légères avec juste des petites infections, on en a toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire si dans la rue, tu te fais mordre par un chien et qu'il te lâche pas? Alors, C'est quoi le truc à faire? alors donc, faut éviter de mettre les mains. S'il te lâche pas... Alors, en général, il y a Tiens le maître. bras. Alors, Imagine, moi, qu'est-ce que tu de fais? ce que je sais, mais ça, c'est pas... Je crois qu'il faut taper dans la truffe. Mais ça, c'est pour le chien... Je pense que c'est assez douloureux. Non, tu te fais attaquer par un Ah, chien tu te fais méchant acheter, dans la ouais, faut rue. taper Il dans... y a pas de... Non, mais tu vois, on va pas... C'est bon. Je crois qu'il faut taper par un dans chien. Ou après, tapes dans tu la- fais du... Comme dans le Krav Maga. Moi, j'ai fait un peu de Krav Maga. Tu mets le pouce dans l'œil. Hein. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Ou dans les parties, non? Ouais, mais c'est un peu loin. Ouais, ça dépend si tu le... C'est pas très... Tu percutes. Non, mais en vrai, tu te fais attaquer parce qu'il y a malheureusement des enfants qui se font attaquer par des chiens. Oui. Et t'arrives, il y a un enfant qui se fait mordre par un pitbull dans un parc pour enfants, je sais pas, il y a un zinzin qui a lâché son chien. Oui. Bah, tu tapes dans la truffe, quoi. Il faut savoir. Ou dans les yeux, tu mettais dans les yeux, C'est non? ça, oui, c'est ça, je pense qu'il faut faire. Mais la première chose, c'est de mettre des laisses. Ça Ouais, serait ouais. tellement plus simple. Ou des muselières. Ouais, alors, les muselières pour les chiens de catégorie qui nécessitent ça, oui. Mais t'en Donc as ça- beaucoup, c'est intéressant. Ça, on en a beaucoup. On a aussi beaucoup de morsures de chat. Alors ça, la prévention, il n'y en a pas. Morsure de pas chat. Morsure de chat, c'est le chat qui est chez toi, qui est là, tu caresses et d'un coup, il pète les plombs et il te mord. Et alors, pourquoi c'est grave? Une morsure de chien, c'est en général assez impressionnant. On De voit chat, des gros ah trous. oui De chien, je parle. Ah. Le chien, on va plus facilement consulter. La morsure de chat, ça fait des fois un seul trou. Donc, tu t'inquiètes pas, tu désinfectes. Et après, ça va s'infecter. Les gens vont voir leur médecin, qui regarde, qui met des antibiotiques. Mais la bactérie est au fond de la main. Elle va contaminer la main. Et il m'est arrivé des fois d'enlever des os entiers, bouffés Ah oui? par l'infection. Les chats, plusieurs semaines après, des gens qui ont bouffé des antibiotiques, et en fait, l'infection rongé. À l'intérieur? Ouais, et ça, on en voit encore plus que les morsures de chiens. Ok. Ah ouais, c'est quasiment tous les jours. Et est-ce que tu as une blessure occasionnée par l'homme sur l'homme que tu as très régulièrement? Alors, ou peut-être même s'auto-blessé? Alors, s'auto-blesser, la première fracture de tout le corps humain, je pense, c'est l'auto-blessure avec le coup de poing dans le mur. Non, c'est vrai. Alors ça, c'est gagnant. C'est vrai? Ouais. Alors, petit C'est ce message... que t'as le plus? Ah oui, c'est tout le temps. On en a 2-3 par jour. Enfin, on les opère pas toutes, hein, mais ça commence vers l'âge de 12 ans, ça s'épuise à 35 ans. Voilà. C'est les hommes ou les femmes? Quasiment que des hommes. J'ai opéré dernièrement une femme qui était énervée, mais c'est rare. C'est même pas 5% de femmes. Ah, c'est que les mecs qui tapent dans les murs? C'est la testostérone. Hein. Ah ouais? Ah oui, pas de testostérone, pas de coups de poing dans les murs, pas de guerre. Bon, après, plus de reproduction, mais ça, c'est... Ah, c'est la testostérone qui rend oui, nerveux? Ah, c'est ça, qui rend nerveux. C'est la frustration. Quand ils sont plus jeunes, c'est les parents qui énervent. Ça peut être l'employeur, le conjoint. Régulièrement, j'ai tapé dans le mur pour pas taper ma femme. Ça, alors, on les encourage à retaper dans le mur. Ce qu'il ne faut Attends, pas, c'est taper dans les vitres. Ça, c'est dramatique. Ah, il y en a qui le font? Alors, ça, c'est pas comme à la télé, on a 2 points et puis on rentre chez soi. Quand on tape dans une vitre, soit on va casser les tendons extenseurs, donc ça, c'est encore gérable. Moi, malheureusement, j'ai opéré beaucoup de gens qui se coupaient tout l'avant-bras Ça jusqu'à rentre et l'os. ça se coupe. Et là, c'est des séquelles, c'est dramatique. Il y en a qui peuvent mourir, non? Même en se vidant. Non, parce que les artères se spasment, donc elles se ferment et... Faut pas être hémophile. Ah, ça, c'est sûr que oui. C'est les ceux qui ont du sang qui coagule pas. Voilà, qui c'est coule les et qui hémophiles coule. ou ceux qui C'est prennent des dangereux. anticoagulants. Voilà, ça, il ne faut pas taper dans les vitres. Et ça, c'est très, très fréquent. Et puis, on a aussi le noyau d'avocat. Donc, aussi, message de C'est-à-dire prévention. Ah bah, quand on enlève le noyau d'avocat. Écoute, figure-toi que j'ai mangé chez moi hier midi avec Thibaut, qui est derrière la caméra. Il prend un avocat, il a un couteau qui coupe, hein. Oui, bien sûr. Il y a le noyau qui est coincé dedans, il prend, il fait. Ça marche pas, il refait comme ça. Je lui dis, Thibaut, appuie sur l'avocat. Et hop, le truc il oui, tombe. voilà, Tu te rappelles? C'est ça, c'est la Non, mais c'est technique. hyper marrant. Et je t'ai dit, tu vas te couper la main et tout, c'est Ah marrant bah, on en a aujourd'hui. plein. Il y a l'avocat, il y a la séparation des steaks surgelés, Ah ouais. pareil. Et on a aussi les boîtes de conserve. Une journée, j'ai fait 3 boîtes de thon. 3 patients, 3 boîtes de thon, ils ouvrent la boîte et ils se coupent le tendon. Donc ça, c'est très grave. Enfin, c'est jamais vital. Hein. Mais tu prends 6 mois de kiné. Oh, wow. Ouais, c'est une attelle comme ça pendant 6 semaines sans te servir du tout du bras. Et t'as des mecs qui tapent le mur si fort qu'ils se cassent la main. Ah oui. Alors l'os qui casse le plus, c'est le 5e métacarpe. Il n'est pas fait pour ça. C'est le petit doigt. Voilà, parce que c'est le mauvais crochet mal fait. Mais ceux qui... D'ailleurs, j'ai opéré des professeurs d'arts martiaux même. Mais non. Si, j'ai des souvenirs de plusieurs qui me disent, moi j'apprends à mes élèves à garder leur calme.
Et ce jour-là, moi, j'ai pas pu garder mon calme. Et il se casse le même os, c'est-à-dire qu'en plus, il donne un mauvais coup de poing. C'est dommage. Et ils sont pas bêtes quand ils ont tapé dans le mur directement? Il n'y a pas le moment où tu tapes dans le mur et tu te sens stupide. Juste après. Juste après, ils se disaient, voilà, ils sentent que c'est cassé. Ah, tout de suite? Ouais, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, t'as la main tordue. Ah, c'est trop tard. là. Donc si on s'énerve, on prend des baskets, on va courir, on hurle dans sa chambre, on tape, on s'achète un sac de frappe. Est-ce qu'on peut casser tous les os du corps humain? Alors en même temps, ce serait un bel effort. Non, évidemment, mais est-ce que tout se casse? Oui. Est-ce qu'on peut se casser la tête? Oui, le crâne, oui, ça s'appelle une embarrure, ça, t'as ta boîte crânienne qui s'enfonce dans le cerveau, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. T'en as déjà eu? Non, non, c'est la neurochirurgie ça, mais je sais que c'est de ça dont on peut mourir quand on a un accident grave, du deux roues sans casque, la trottinette, des choses comme ça. Quand on entend à la télévision traumatisme crânien et que personne est morte, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il y a des os qui se cassent sans qu'on le sache? Oui, alors parce que le principal signe qu'on s'est cassé un os, c'est la déformation sur un os majeur. Tu te casses le tibia, ta jambe ne te tient plus. Ça se voit. Mais ça se voit, mais les petits os de la main, par exemple le scaphoïde, alors ça, j'en ai encore opéré un avant-hier, mais je l'ai opéré 17 ans après le traumatisme. C'est-à-dire pendant 17 ans, le patient ne savait pas qu'il avait cette fracture. C'est vrai? Oui. Mais je sais et alors là, c'est pas pareil. J'ai voulu passer, je me suis pété un os, j'ai voulu passer entre deux plombs en béton en motocross quand j'avais 14 ans et tout, et j'étais sûr de passer, et c'était pas du tout le cas. Mon pied a tapé le poteau en béton. Ouais. Je suis parti en drapeau. Tu vois, j'ai vraiment, ça m'a fait envoler. J'avais complètement les orteils et ils m'ont dit que ça s'opérait pas les orteils. Alors, et qu'il fallait attendre. Alors oui, ça peut être des fractures simples. Il y a des fractures qui ne s'opèrent pas effectivement quand elles sont pas déplacées. On met un bandage, ça suffit. Mais il y en a qui s'opèrent, bien sûr, quand c'est très déplacé. Moi, je suis parti faire du karting après, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème et tout. Le soir, je faisais du karting. Ouais, tu as dû casser les phalanges d'un orteil, pas la base. Oui, c'est ça, ça devait être le bout. Ouais, le bout, effectivement, c'est rarissime. L'os qui fait le plus mal, si on se casse un os? Alors, de ce que j'ai vu, c'est le milieu du fémur. Parce que ça bouge énormément, la cuisse, le milieu. Pas en haut, pas en bas. Mais là, moi, j'ai souvenir de beaucoup de motards, beaucoup de deux roues. Et ce que j'ai vu le plus hurler aux urgences, c'est ça. Mais la douleur, elle est très relative. Il y a des patients qui ont beaucoup de fractures, qui vont bien tolérer, d'autres qui n'ont pas grand-chose. Et qui vont... La douleur dépend surtout de son passé douloureux. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es jeune, qu'il t'est rien arrivé, la première fracture que tu as, c'est la pire douleur de ta vie. Donc tu vas plus l'exprimer. Alors que quelqu'un qui a fait la guerre, qui a déjà, je sais pas, une jambe amputée parce qu'il est sauté sur une mine, tu vois, qu'un mec comme Benoît Saint-Denis, la douleur... Il la ressent moins. Ben oui, parce que c'est un guerrier. C'est quoi, justement, la personne que tu as vue arriver avec le plus de fractures? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as vécu? Oui, j'ai été interne, donc ça devait être en 1996. J'étais à l'hôpital de Nîmes. Et on a reçu un patient dont je me souviens le prénom, il s'appelait Jamel, tu vois, je me souviens, ça m'a marqué. Il était désincarcéré d'une voiture. Il arrivait avec plus de 40 foyers de fractures. Il n'avait rien de vital, c'est-à-dire le cerveau n'avait rien, le thorax, l'abdomen, il n'avait rien. Mais tous les membres, les 4, étaient fracturés. Et il avait 15 fractures ouvertes, donc l'os qui sort. Oh. Et donc moi j'étais l'interne au milieu de la nuit, j'ai l'interne de garde, donc tu vois le type arriver déjà, quand tu vois le nombre de fractures, tu penses qu'il va mourir tellement ça saigne. Non, il est transfusé, il survit. Et je me souviens d'avoir croisé son frère. Non, il a tout de suite été intubé. Ah, on le met dans le coma. Vous l'endormez? Ah oui, on le met dans le coma. C'est vous qui décidez? Ah oui, oui. Mais souvent ils arrivent déjà intubés par le SAMU. Ah oui, parce que c'est pas... Intubé, c'est quoi? C'est vous mettez un produit? Alors on met des produits, on met des drogues pour perdre la connaissance. Et puis on met un tube dans la bouche avec une machine qui te fait respirer. Okay. Ça, comme en réanimation, mais après ils partent en réanimation, ceux-là. Il est sédaté? Ah, c'est plus que sédaté, c'est une anesthésie générale. C'est-à-dire que s'il n'a pas la machine, il meurt. Ah, sédaté, c'est une sieste chimique. Voilà, c'est ce qu'on fait souvent, nous, quand on opère. Par exemple, un canal carpien, on a 3/4 des gens un peu tendus, un peu stressés. Donc nous, on veut que ça se passe bien pour tout le monde, hein, un peu comme ici pour moi, finalement. Et donc, on fait une petite sédation chimique ou de l'hypnose aussi, pour détendre les gens. Et tout se passe bien. Et c'est des produits très légers qui sont très vite absorbés. Et donc, le gars, le Jamel en question, on embrasse, il est encore là, vous le sédatez. Sédaté, il a intubé, et puis il y a toutes ces fractures à opérer. Et moi, je suis en train de gérer tout ça, on met des tractions, on met des attelles, en attendant d'aller au bloc opératoire. Et je me souviens, je croise le frère de ce patient, qui ne sait pas ce qui est arrivé à son frère, et qui me dit, bon, Jamel, on m'a dit, il a que quelques côtes de cassées. Il me dit ça. Et j'ai pas beaucoup de temps pour le répondre. Je dis, non, c'est très grave, il a beaucoup de fractures, on va l'opérer pendant plusieurs jours. Oh. Et puis après, je le laisse, pas parce que j'ai pas le temps. Donc j'appelle mon chef, et on l'a opéré 12 heures de suite.
Déjà pour stabiliser les fractures ouvertes, on commence toujours par ce qui est le plus grave. Excuse-moi, petit Oui. aparté. Tu apprends à avoir un peu de compassion, à montrer de l'empathie sur les gens petit à petit. Oui. Ça s'apprend parce que tu te rends compte que peut-être t'es trop froid au début. Au début, oui, surtout quand tu es interne, t'as pas beaucoup de temps en fait pour gérer. Donc moi, ce que j'ai fait très rapidement, c'est le contact physique en fait. C'est-à-dire, je pense que le frère de ce patient, je l'ai pas parlé, j'ai parlé moins d'une minute, mais j'ai eu un contact physique pour cette empathie justement. Ça, c'est très important. Oui, tu Et ne je dis le fais- pas juste non, c'est très grave, bonne journée. Voilà, non, j'ai un petit contact, je fixe les yeux et pour dire, on va s'en occuper, je le rassure. Et on l'a opéré on l'a opéré, il a eu énormément d'opérations. Donc, Il est resté excuse-moi, plusieurs donc tu repars sur 12 heures d'opération d'affilée? Oui, d'affilée. Donc, on fait des petites pauses quand même. Et puis après, c'est notre équipe qui prend le relais. Il part en animation, et puis après, pour le réanimer à nouveau, pour le transfuser, pour l'équilibrer au niveau des constantes cardiaques, l'oxygène, etc. Il a survécu? Il a survécu. Et après, je crois qu'il est allé 2 ans en centre de rééducation. Oh là là. Et il a remarché. Après, je me suis tenu au courant. C'est Et vrai? il a remarché, ouais. Est-ce qu'il vient vous voir pour vous remercier? Alors lui, non. Après, nous, on est interne, donc tous les 6 mois, on change. Après, je suis reparti à Montpellier, donc et il a été ensuite suivi par l'équipe, mais moi, je ne le suis pas, parce que tous les 6 mois, on change. Mais il y en a qui... c'était vraiment quelque chose de... Et là, c'est des grosses opérations, hein. Waouh. Avec beaucoup de métal, oui. Avec beaucoup de métal? Ah ouais, là, tu mets du métal de partout, des fixateurs externes, c'est-à-dire des fiches qui sortent pour tenir les fractures ouvertes, des clous, des plaques, des vis, des broches. Pour refaire les os? Pour les réaligner et qu'ils se consolident. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents de bricolage? Tu parlais tout à l'heure oui. du noyau d'avocat, on va dire que c'est des accidents domestiques. Est-ce que tu as des accidents de... J'imagine, c'est le truc que tu dois avoir beaucoup aussi. Ah, beaucoup aussi, ça c'est comme avec les morsures et l'avocat, on en a beaucoup. Les bricoleurs? Bricoleurs et même les professionnels. Le problème principal, mais qui ne changera pas, c'est que beaucoup de bricoleurs enlèvent les protections sur les outils. Par exemple, le sabot sur la disqueuse, ça gêne. Et ce que beaucoup font aussi, c'est qu'ils tiennent l'outil à une main. Typiquement, la disqueuse, je veux couper et je tiens et je vise l'autre main. Et ça dérape et bam, ça tape dans l'autre main. Voilà, alors ça dégomme pas mal. Les tronçonneuses, pareil. Alors surtout les petites tronçonneuses qui s'appellent des élagueuses et des petites chaînes. C'est assez léger, tu peux les tenir à une main. Et donc, tu tiens la branche avec l'autre main. Et ça, il ne faut pas le faire. T'as des mecs qui arrivent un peu bourrés, Oui. qu'on bricolait bourrés. Oui. Genre fin d'après-midi, Oui, avec c'est tes ça. potes rosés, c'est ça. rosados, Oui, oui. spritz. Et puis là, tu dis, je vais disquer un truc. Et c'est ça, il y en a. Ça arrive. Ça arrive, alors quand ils sont vraiment sous et qu'il y a une urgence relative. Ils descendent vite. Oui. Non, mais on ne peut pas les endormir. Ah bon? Faut être quand même à jeun, si possible. Donc, on peut... Donc, mais après, un conseil, c'est de ne pas bricoler en ayant bu. En ayant bu, en ayant pris des produits stupéfiants, en étant fatigué. Souvent, on a des accidents en fin de journée chez les professionnels qui veulent finir le chantier. Typiquement, ils ont mis l'échelle, ils mettent une plaque de placo, ils disent non, mais en tendant le bras, je vais pouvoir mettre la dernière plaque. Et puis l'échelle tombe, ils se cassent le poignet. Voilà, ça c'est très fréquent. Ça. Alors, je crois que tu as eu une histoire aussi d'une fille qui s'est blessée en train de faire l'amour. Ah oui. Ça, t'en as beaucoup? Non, mais ça, c'était assez... Oui, ils le disent pas, peut-être aussi en Oui, arrivant. ils le disent pas. Mais elle l'avait dit, je sais pas, elle était jeune, elle avait 25 ans, elle faisait un câlin avec son chéri sur un lavabo en faïence. C'est elle qui était dessus. Et puis ça a cassé, c'est dessoudé du mur, elle est tombée, elle a mis la main, elle s'est fait un truc grave avec des tendons et tout. Ah, c'est vrai? Ouais, donc après, on l'a suivie en rééducation. Et elle a bien récupéré, mais enfin, c'était la petite blague qui tournait dans le centre de rééducation. Et là, quand elle arrive, elle te le dit, elle t'explique? Ouais, non, elle le dit après, souvent. Voilà, ils disent après. Ou quand on les sédate un petit peu, quand on fait le petit produit, les gens, des fois, se livrent. Ah, c'est vrai? Ils sont un peu drogués, ils disent... Ouais, ils disent des trucs, mais on reste discret. Voilà. On va parler du mafieux dans 2 secondes. Ah oui. Juste, je me suis posé la question l'autre jour. J'étais avec mon fils, il y avait un grillage avec des tout petits trous, et il mettait son doigt. Et à un moment donné, il n'arrivait plus, tu sais, pendant une seconde, à le retirer. Ça nous est tous arrivé de mettre un doigt dans un truc, et en fait, de ne pas arriver à le retirer. Et tu sais, la panique, et d'un coup, tu te fais mal. Est-ce que tu as des gens qui sont déjà restés coincés? Alors, nous, ce qu'on voit sur les grillages... Un objet? Alors, au niveau des doigts, non. Si. Ça y est, je me souviens, un système, alors ça, c'est une histoire incroyable, un système pour élargir le fût d'un canon de pistolet. Enfin, je ne savais même pas que ça existait. Et je ne sais pas, ça s'est mélangé. Le truc est rentré dans le doigt. Était bloqué dans le doigt. Et c'était le soir de Noël, je crois que j'étais de garde. Dans un canon? Ouais, comme un canon. Enfin, le doigt était vraiment abîmé, vraiment très abîmé, mais coincé. Et personne ne voulait l'opérer. Il venait de Toulouse, je sais pas, le SOS Main, enfin, il a été refusé à plusieurs endroits. Il a atterri à Montpellier avec son truc, donc je l'ai opéré, j'ai démonté tout.
Et puis j'ai suturé ce qui était abîmé dans le. C'est obligé de disquer l'objet, etc. Ah oui, tu as des pinces, tu forces un peu. Et une fois, j'ai aussi reçu un patient, ça c'était presque comique parce que le patient avait pas mal. Il s'était crucifié avec une machine à clouer. Ah oui, bien sûr. Et blac, le clou lui a traversé, un clou, et il s'est traversé la main sur la planche. Donc les pompiers ont disqué la planche de chaque côté, il est arrivé comme ça. Voilà. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, mais là, ils sont paniqués, les gens ou... Non, lui, il était cool. Il y a des gens, ce que je te dis, il y a des gens paniqués pour pas grand-chose et d'autres qui ont des trucs très graves. Là, ça aurait pu être très grave. Hein. Il a eu de la chance, il est passé entre tous les tendons, les nerfs, il n'a rien eu. Oh là là. On a coupé, ensuite on a exploré les deux plaies, puisque ça avait vraiment traversé. Donc tu explores pour regarder s'il n'y a pas un nerf, un tendon. Il arrivait avec son bout de planche sur la main. Ouais, ça c'était comique. Ouais. Toi qui es chirurgien, tu as vécu un moment où tu as eu peur un peu, tu as été un peu surpris par un gars qui est arrivé, un mafieux. Ouais. Mais ça c'est fou, c'est une scène de film. Oui, c'est une scène de film. Alors ça c'était au tout début de mon installation en clinique. Je faisais encore un peu de membre inférieur, des gens qui me suivaient de l'hôpital en fait, ou des gens que j'avais opérés à l'hôpital et qui voulaient que j'y suive. Est-ce que tu es spécialisé dans le haut du corps? Voilà, maintenant je suis spécialisé, je fais plus que le membre supérieur, l'épaule, le coude et la main et le poignet. Mais à l'époque, je faisais ce qui venait. Et une fois, je vois ce patient arriver avec sa femme en consultation, en béquille, avec une grosse attelle. Il s'assied et le regard, je vois tout de suite que c'est un type dur, qu'il ne faut pas chercher. Mais bon, moi je cherche personne, donc ça tombe bien. Donc je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Et il dit, il y a une semaine, je me suis cassé la jambe et je veux que ce soit vous qui m'opériez parce que vous avez opéré quelqu'un de ma famille, donc c'est vous. D'accord, je regarde sa fracture, elle avait une fracture du plateau tibial, partie supérieure du tibia, assez sérieuse. Donc je l'explique, je dis, voilà, c'est grave quand même, il faut mettre une plaque des vis, je l'explique. Il me regarde comme ça, il se penche et il me dit, docteur, moi, je peux tuer un lion. Mais ce que vous allez me faire, là, ça me fait très peur. Voilà. Et il me fixe comme ça. Ah, parce que là, ça touche à sa santé à lui. Ah ouais. C'était quel type de mec? C'était un jeune, un plus âgé? Il avait une quarantaine d'années. Quarantaine d'années. Voilà. Et tu sentais dans le regard que c'était un peu un... Ouais, je sentais déjà un personnage... méchant? Enfin, potentiellement méchant. Et ensuite, je l'opère. Et puis, on l'hospitalise pour surveiller, bien sûr, la fracture et puis sa plaque. Et le premier soir où je fais la visite, on fait la visite des chambres pour voir comment les patients, prendre la température, etc. Je vois des types, déjà j'en vois un à l'entrée de la clinique. Putain, c'est des gros gars pour qu'il ait plusieurs mètres de sécurité. Et il y en avait trois en fait. Il y en avait un à l'entrée de la clinique, un au début du couloir et un dans la chambre. Donc des mecs très calmes, mais avec des mentons assez longs. J'ai sans doute calibré, je pense. Enfin, j'ai jamais su. Et il me voit en blouse, donc il me laisse passer. Je frappe. Moi, je n'attends pas qu'on me dise entrer, parce que sinon, je passe une visite, ça ne dure... Si les mecs dorment en plus, j'imagine. Ouais, je frappe et je rentre. Et là, je vois un molosse me sauter dessus, mais un truc qui arrive comme ça. Et j'entends derrière, je vois une tête qui dépasse derrière, et qui dit « Non, c'est bon, c'est mon chirurgien, laisse-le passer ». Et là, je respire, parce que j'allais disparaître, sinon. Et donc, le type se pousse, et puis je vais voir mon patient, et puis je vérifie, tout allait bien. Et... Mais là, par exemple, l'hôpital, ils acceptent qu'il y ait des mecs de sécu qui se mettent un peu... Ils passent, oui, je pense. Après, il n'y avait pas d'esclandre, il n'y avait rien, ils étaient calmes. Mais tu voyais que c'était des mecs du mauvais côté, c'était pas un politique, par exemple. Mais je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais voilà, c'est un peu un préjugé, malgré tout. Et c'était pas un politique, ça. Non, mais tu sentais que... Oui, je sentais qu'il fallait le protéger. D'accord. Voilà. Et après, ça s'est très bien passé. Il a voulu partir en centre de rééducation. Or, il n'y a pas de place en centre de rééducation, souvent pour les urgences, parce que tout est rempli. Il m'a dit, mais c'est bon, ma femme a travaillé avec le maire, elle va trouver une place. Et ils ont mis une place. Bon, ils l'ont pas eu longtemps, parce que le soir même, il a sauté le mur de la maison de rééducation. C'est vrai? Oui, je crois qu'il a marché sur sa jambe directe. Bon, ça tenait bien, heureusement. Et il a été dans un bar, il a fait la fête, il n'est jamais revenu. Et après, je l'ai revu en consultation, l'os consolidé, j'avais appris l'histoire de la fuite du centre de rééducation. Il avait récupéré tout seul son rééducation. Et il est revenu 2-3 ans après pour que j'enlève la plaque. Et à l'époque, donc 2-3 ans après, je faisais plus du tout vraiment de membre inférieur. Et j'ai senti que là non plus, j'avais pas le choix. Ah, c'est vrai? Oui, mais il m'a dit non, mais il faut quand même m'enlever la plaque. Je lui ai dit, je fais plus que le membre supérieur. Il m'a dit, oui, j'ai ça, je sais, mais vous allez m'enlever la plaque. Bon, je vais enlever la plaque. Et à la fin, ah oui, ça c'est très drôle. À la fin, donc là, il avait retrouvé sa superbe main. Dernière consultation après l'ablation de la plaque, il est venu et il m'a dit, bon, docteur, vraiment, là, vous m'avez sauvé la jambe. Si un jour vous avez un problème dans la vie, vous m'appelez. Et j'ai compris que c'était pas un problème du genre changer une roue de voiture. Ah, c'est vrai? Ah oui, j'ai senti qui m'aiderait avec les... Qui t'en doit une. Et voilà, il m'en doit une, mais voilà, potentiellement même un plan B pas vraiment recommandable.
Moi, je m'en suis jamais servi. C'était ma question d'après. Et bon, c'est toujours bien à avoir dans son répertoire. Mais alors, tu sais, j'ai un petit répertoire. Alors, souvent, je note plutôt les artisans. Un plombier. Qui te dit appelez-moi si besoin. Ben voilà, c'est ça. Évidemment. Je dis, vous travaillez où? Alors, il me donne son secteur. Je dis, j'habite là. Et donc, je fais travailler des fois les patients. Celui qui s'occupe, j'ai un petit jardin. Celui qui vient dans mon jardin, je lui ai opéré la main il y a 3 ans maintenant. Il était très content. Il m'a dit, vous m'avez sauvé la main. Ouais, et puis il bossera mieux pour toi. Ouais, il est super. À chaque fois qu'il me voit, il me montre sa main. Je suis trop content. Parce qu'il arrive avec sa main abîmée et il pensait qu'il allait avoir des séquelles. Et en fait, il n'en a pas, donc il est ravi. Quoi. C'est quoi le patient le plus courageux que tu as vu de ta vie? Vraiment le gars qui t'a impressionné par son courage. J'ai un patient, je me souviens, que j'ai opéré de la main sur une urgence. Pas une très grosse urgence, mais une urgence. Il s'était coupé un tendon. Je commence à l'opérer et je sens que derrière les champs opératoires, il bouge un peu. Bon, ça peut arriver parce qu'on se réinstalle. Et puis je continue, mais je vois qu'il bouge quand même beaucoup. Je me dis, tout va bien. Et là, il me dit, je sens tout. L'anesthésie ne fonctionne pas du tout. Et j'étais déjà dedans. Donc, tu avais ouvert le doigt? J'avais ouvert le doigt. Et j'ai dit, mais pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous le dites pas? Nous, on est là pour votre bien, donc on a des moyens de revenir même le bras, on peut faire des compléments, etc. Il me dit, non, mais je fais un métier spécial. Si je vous embête avec mon métier, vous allez mal m'opérer. Donc je trouve le discours un peu bizarre. Un peu bizarre. Et j'ai dit, bah, écoutez, non, moi j'opère tout le monde. Enfin, peu importe, ça ne change rien. On va vous faire ce qu'il faut pour pas que vous ayez mal. Et puis je lui dis, mais vous faites quoi comme métier? Et spontanément, je me dis, il est au fisc, il travaille dans le fisc. Ou huissier. Oui, tu peux lui en vouloir. Ce qui n'est pas le cas non plus d'ailleurs. Et il me dit, je suis policier. Et je pense qu'à l'époque, il y avait eu peut-être des opinions. Ouais, des opinions un peu anti-flics sur les réseaux. Et lui, il s'estimait mal aimé. Et ce à quoi j'ai répondu, mais non, moi je suis de vos côtés, je suis du côté de... Enfin, il n'y a pas de problème en fait. Mais là, j'ai trouvé vraiment courageux parce qu'il a résisté à une douleur... Ah ouais, solide. Oui, solide, hein, parce que ouvrir un doigt, c'est vraiment... Il y a beaucoup de récepteurs. Tu l'avais ouvert au scalpel, machin? Ouais, c'est le scalpel, j'étais déjà dedans avec les ciseaux, enfin, j'étais à l'intérieur du doigt. Et le mec, il serrait les dents. Oh, waouh! Il y a des gars, ça rigole. Il y a des gars vraiment solides. Ça rigole pas du tout. Tiens, est-ce que tu as déjà anesthésié un mec en anesthésie générale, cette fois? Genre, il dort, tu l'opères, et il se réveille. Alors, se réveiller totalement, être conscient, non. Mais bouger, ça peut arriver. C'est-à-dire que l'anesthésie se lève, donc il n'y aura pas de souvenir. Il ne parle pas, etc. Mais oui, il y aura des petits mouvements de retrait. Donc, dans ces cas-là, l'anesthésiste est là, il se rend compte. Et en général, la tension artérielle augmente. Et on sait qu'il est sur la phase du début du réveil. Donc on met un coup de seringue. Mais le patient qui se réveille et qui dit non, ça n'existe pas, ça. Alors je sais que quand on a préparé l'émission, tu as dit il y a une opération dont je me souviens vraiment 30 ans après avec une prostituée. Oui. Alors ça c'est une opération assez incroyable. Donc à l'époque, j'étais chef de clinique, donc ça devait être en 2001. À Montpellier, toujours? À Montpellier, voilà. T'es resté toujours. à Montpellier tout à cas? C'est ça, j'ai fait l'internat, le clinica, puis maintenant je suis installé à Montpellier. Donc je suis chef de clinique. Quand tu es chef de clinique, tu ne vas plus aux urgences. Tu as les internes qui cadrent et ensuite tu les retrouves au bloc opératoire pour opérer les patients. Mais là, c'est un urgentiste qui m'appelle et qui me dit, bon Fred, j'appelle pas l'interne, il faut que tu viennes gérer ça directement. Bon, pas de problème, je viens. Ce qui me choque quand j'arrive aux urgences, c'est que toutes les portes sont fermées. Les portes anti-feu. Normalement, tout est ouvert parce qu'il y a beaucoup de passages. Et je dis, j'ai une patiente à voir. Et tout le monde m'a dit que, voilà, fond du couloir, 4e à gauche. Et personne ne vient avec moi. Et j'ouvre les portes. Et chaque porte que j'ouvre, une odeur pestilentielle m'envahit. Mais vraiment, une odeur... j'ai jamais senti ça. Même sur les cadavres? Ah non, mais c'est rien, ça. Non, c'est vrai? Non, c'est rien. Le cadavre, ça sent plus le formol. Il y a quand même une odeur spécifique du cadavre. Mais là, c'est vraiment... C'est un charnier, en fait. J'ai l'impression d'arriver dans un charnier. J'ouvre la porte et je vois, donc il n'y avait que une patiente enroulée, une patiente que j'évalue à 40 kilos à peu près, dans un drap, et le bras dans un carton, mais vraiment un carton, comme un carton de déménagement. Et là, je comprends, je vois la radio, et en fait, cette dame avait une infection du bras, donc elle était et prostituée et toxicomane. Oh, l'histoire avait commencé 1 an avant, en s'injectant un produit, elle avait une infection, mais que le bras, et tout était rongé. C'est-à-dire que sur la radio, entre le coude et le poignet, il n'y avait plus d'os du tout. Mais c'est pas possible. Tout était fondu par l'infection. Donc la main pendait.
Et donc, je lui parle. Bon, l'échange était limité quand même. Et je me présente. Je dis, voilà, je suis le chirurgien. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là, ce qui va se passer? Elle me dit, oui, vous allez me couper le bras. Ben, je dis, oui, il n'y a que ça à faire parce que voilà, c'est infecté, c'est pour vous sauver la vie. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne soit pas morte avant. Hein. Faut savoir, quand on a une infection grave, les bactéries peuvent aller dans le corps, Ça fait une septicémie. Ou alors se mettre dans le cœur, faire une endocardite. Et en général, c'est mortel, surtout chez des patients comme ça. Et donc, ben voilà. Donc, mais là, le bras de quelle couleur? Noir? Enfin, ah non, le bras était vivant, il tenait que par la peau devant. Il n'y avait plus de peau derrière et c'était une main qui pendait. C'était affreux. Donc, je l'opère. Alors, pourquoi je dis je? Parce que j'en ai parlé à l'interne. Je dis, ben voilà, il y a ces dames amputées. Alors, malgré tout, c'est intéressant de faire une amputation. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Moi, évidemment, je savais le faire, mais l'interne, peut-être, ça allait être sa première amputation du membre supérieur. Donc, c'est intéressant. Il fallait l'amputer au niveau du bras, très haut. Donc, je dis, ben voilà, tu le fais. L'interne m'a dit, non, c'est tellement affreux au niveau de l'odeur. Je sais que toi, Fred, ça va prendre 10 minutes et on sera tous débarrassés de ça. Donc, je l'ai t'y allais seul? Non, mais il m'a aidé. Mais si tu veux, c'est pas lui qui a opéré. C'est moi qui ai opéré. Comment tu fais pour résister à l'odeur, là? On s'était mis des petits pansements au camphre sous le masque. Voilà. Mais après, tu t'habitues. Après, les récepteurs sont saturés. Et puis tu ferais pas ça toute la journée, mais ça va. Ouais. Et ce qui est fou, c'est qu'après, on a appris, et ça c'est incroyable, que la veille qu'elle vienne aux urgences, elle avait encore des clients. C'est pas vrai. Et c'est sa mère, l'histoire, c'est du Zola. Hein. Sa mère, qui était aveugle, lui a dit, écoute, il faut que tu ailles consulter, ça sent trop mauvais. C'est complètement fou. Et c'est quoi ces chiens de la casse qui vont... Ah mais alors, on voit... Pardon, une petite pause, mais on est d'accord. Ah oui, mais... À quel moment tu... C'est incroyable. Même elle, la pauvre. Bah oui, oui. Elle se rendait plus compte, elle était droguée? Non, elle était calmée. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que d'un côté, t'as les clients qui vont quand même y aller. Il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Et t'as quand même la prostituée qui va ne pas se sentir, etc. Et l'autre main était fonctionnelle? Ah oui, enfin, elle n'était pas abîmée? Non, elle s'est peut-être des traces d'injection, mais elle continuait à se shooter à une main. Parce que la main infectée, elle ne se servait plus, c'était plus possible. Et elle est repartie? Ah ben elle est repartie moignon, coupée. Et mon patron a dit, elle va partir en centre de rééducation. Parce que tous les amputés en zéro en centre pour mettre des appareillages. Et puis après, on est sorti de la chambre, dans le couloir, et je lui ai expliqué le cas. Il m'a dit, je pense qu'elle va rentrer chez elle. Et je lui ai dit oui, et le lendemain, elle était partie. Ah waouh. Parce qu'on ne peut pas les tenir, en fait. C'est triste. Hein. Même pour eux. C'est-à-dire, les garder dans un milieu médical, ils sont en manque, c'est ingérable. Elle prenait quoi, comme drogue? L'héroïne. De l'héroïne? Ouais, les choses les plus graves que j'ai vues, c'est l'héroïne. J'ai eu un autre cas comme ça, d'un jeune, c'est une autre anecdote. Un jeune qui fait une overdose d'héroïne, donc il a une vingtaine d'années. Donc une overdose, c'est-à-dire on est en coma chimique, mais là, pas dans un bloc opératoire, mais tout seul chez soi avec de l'héroïne dans le sang. Et puis soit on meurt, soit on survit. Mais on a été pendant 12 heures, 15 heures, 20 heures sur son propre bras, sans aucune mobilité. Donc le bras est écrasé. Et on fait ce qu'on appelle un syndrome d'éloge. C'est-à-dire que le muscle meurt à l'intérieur, il n'y a pas de plaie. Tout est sous pression. Quand tu touches une loge, c'est dur comme du bois, en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une loge? Alors une loge, c'est un ensemble de muscles, si tu veux. Voilà, qui est tenu comme dans une membrane. Mais ça nous est déjà tous arrivé de nous réveiller et de plus sentir. Moi, ça m'est arrivé déjà. Voilà. Et tu te réveilles le matin et tu fais ça. Et ta main, elle ne marche plus. C'est ça. Et puis après, ça fait peur. Ça fait peur. Oh, putain, ça peut ne pas revenir. C'est ce qu'on appelle le syndrome des amoureux. Pardon? Qui s'endorment comme ça ne pas revenir tout de suite. Hein. Et c'est le nerf radial qui se paralyse. Et quand il se réveille, la main ne peut pas se relever. Là, c'est l'engueulade de couple pendant 3 heures. Et il faut des fois plusieurs mois pour récupérer le nerf. Ça récupère bien. Ouais. Il ne faut pas s'endormir comme ça. Non, il faut. Putain, c'est le meilleur truc de la vie, quoi. S'endormir. C'est assez rare. J'ai dû en voir 2 des syndromes des amoureux. Et donc ce jeune, il fait une overdose. Il faut être un peu bourré, non, pour s'endormir et pas se réveiller quand t'as ton bras. C'est les mecs qui ont bu, non? Oui, en général, c'est ça. Donc il fait l'overdose. Il arrive en réanimation dans un état catastrophique au niveau chimique. Il a le potassium. Enfin, il va mourir. Le réanimateur me dit, il a un potassium au taquet. On va le dialyser. Pour enlever tout ce potassium, et il va sûrement mourir. Donc je ne peux pas l'opérer de son syndrome d'éloge. Le syndrome d'éloge, en fait, tu ouvres et tu libères la pression. Il se passe un jour, finalement, il survit. On l'emmène au bloc et on ouvre ses loges. Mais après, il s'est infecté. Il faut savoir qu'il y a des gens qui s'infectent. C'est comme ça, il y a des bactéries partout. Et il était lui aussi héroïnomane, donc immunodéprimé. Il s'est infecté gravement. Immunodéprimé, c'est-à-dire que tu n'as pas de défense immunitaire. Exactement, très faible. Donc il s'est infecté. Et on a dû le reprendre au bloc opératoire pour enlever tous ces muscles infectés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de muscles du tout sur l'avant-bras. Et dans ces cas-là, on ne peut pas garder une main. Donc il fallait l'amputer. Donc on l'a amputé. Dès qu'on l'a amputé, il a été beaucoup mieux d'ailleurs, au niveau général. Il s'est réveillé, et moi qui étais
Donc chef, j'étais responsable de ce patient. Au moment du réveil, j'étais à côté de lui et je lui parle. Tu lui apprends Oui, je lui apprends. Je dis, bon, t'as vu, je me présente, je suis chirurgien, on a dû faire ça parce que on t'a coupé le bras, mais il n'y avait pas le choix, c'était pour te sauver la vie. Donc voilà, je me mets à côté de lui, assis dans le lit, etc. Je lui explique. Et réellement, il me regarde, il regarde son bras, il dit, non mais ça c'est pas grave ça. Par contre là, je sors. C'est pas vrai. Voilà. Et il est sorti juste après. Pour aller prendre de la drogue? J'imagine. Bon. Ça, c'était... C'est triste. Hein. Les drogués comme ça, là, les toxicos, ça c'est... Ah oui, bah là, on est vraiment... Ça, c'est vraiment triste, quoi. Et voilà, ils sont pas gérables, en fait. Il a vu son bras, il est reparti. Oh non, il repart. T'as eu une fracture du fémur qui a fait une flaque de sang. Ah oui. Oui, ça, c'était un jeune aussi, donc accident de deux roues. Donc, il s'était cassé le milieu du fémur. Quand on se casse le milieu du fémur, rien ne tient, donc il faut mettre un clou. Donc la cuisse, quoi. Voilà, au niveau de la cuisse. Donc, un clou, c'est un truc à peu près comme ça, qui fait à peu près le diamètre d'un petit doigt. Et on le rentre à l'intérieur et on va bloquer en haut et en bas le clou pour gérer la rotation, on gère la longueur. Tout ça est très précis, on travaille sur radio. C'est une chirurgie assez lourde, hein, c'est épuisant, hein, surtout au milieu de la nuit. Mais pour rentrer ce clou, il faut faire ce qu'on appelle un alésage. C'est-à-dire qu'il faut adapter le diamètre du clou au diamètre de l'intérieur du fémur, en fait. Il faut augmenter un peu l'intérieur du fémur. Donc, tu as une énorme mèche comme ça, et un moteur. Tu rentres dans le fémur. Putain, c'est la boucherie, quoi. Mais il y a des vidéos Enfin, c'est pas du tout une critique. Hein. Non. C'est juste, c'est impressionnant. Pour, c'est impressionnant. Le commun des mortels. Tout à fait. Il y a des vidéos. Alors, je peux pas les mettre parce que sinon on va se faire striker la vidéo. Et où les mecs prennent des marteaux et ils tapent sur des morceaux de fer pour. C'est ça. C'est violent, quoi. Très fort, ouais. Et donc, on prépare le fémur, et donc un fémur, ça saigne. De base, un fémur, même sans avoir ouvert, ça saigne 1 litre. L'os? L'os saigne beaucoup. Hein. Il y a du sang dans l'os? Ah oui, il y a du sang dans l'os, oui. Et c'est pour ça qu'on peut mourir de fractures, parce qu'on a beaucoup de fractures, et si on n'est pas transfusé, parce qu'un fémur, c'est 1 litre. Si tu as les 2 fémurs, un bassin, ça peut vite être 2 litres. Donc, sur 5 litres, moins 4 litres, c'est fini. Donc, lui, il avait dû saigner déjà 1 litre, donc il était transfusé, puis il était en bonne santé. Et donc, on alaise, donc on prépare le clou. Et à un moment donné, je sens une odeur typique d'une grosse quantité de sang. Du fer, qu'on connaît quand on a vu une grosse quantité de sang. Et en fait, je baisse les yeux et on était en train d'opérer avec l'interne sur une mare qui devait faire 2 mètres de diamètre. En fait, on avait les pieds dans le sang. Mais c'était pas grave en soi, puisqu'il y avait les anesthésistes, et puis il avait un os très vascularisé. Et puis, bien sûr, tu parlais d'accident de deux roues. C'est la pire blessure que tu as vue, c'est des accidents de deux roues? C'est la plus fréquente. C'est quoi la chose la plus choquante que tu as vue en blessure? C'est un motard, on en a beaucoup de motards, c'est un gendarme. Sur l'autoroute, j'ai pas les circonstances précises, mais en fait, il est passé sous une voiture. Son corps est passé sous une voiture. Donc, l'épaisseur d'un corps, on va dire, c'est à peu près ça. Le problème, c'est que la voiture était très basse. Donc, avec l'énergie de la glissade, il s'est encastré sur la voiture. Qui roulait? Je pense qu'elle était à l'arrêt, sinon il aurait été... Donc, il s'est encastré, il s'est un peu strippé sous la voiture. Donc, il avait une énorme plaie dans le bas du corps. Tout le périnée, c'est-à-dire les organes, etc. Tout était arraché. Et en fait, il avait une plaie qui allait jusqu'à la colonne vertébrale. Tout était arraché. Donc ça, c'était dramatique. On a fait une radio, la fracture du bassin sortait de toutes les classifications. Ah, c'est vrai? Et là, oui, c'était... Je ne sais pas comment il arrivait en vie, en fait. Hein. L'anesthésiste qu'il a amené avec le SAMU, je le connais très bien, Eric. Il est très, très fort. Et quand il me l'a amené, il m'a dit, bon, ben là, il y est encore, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Et puis après, les réanimateurs ont pris la suite, et il a survécu 30 minutes. Et ensuite, il est décédé. Mais ça, c'était vraiment violent. En fait, tout son ventre était remonté par rapport à la colonne. Donc, c'était pas viable. Est-ce que on peut réimplanter des doigts coupés? Oui. Si on se coupe un membre, des orteils ou des doigts, ou même peut-être une main, oui, on entend toujours des trucs, il faut les mettre dans une glacière, il faut machin. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et si oui, comment il faut le faire? Alors, il faut savoir... Ça peut peut-être sauver des doigts. Ouais, exactement. Ce qu'on réimplante le mieux, plus on est au bout de la main, meilleure sera la réimplantation au niveau du résultat fonctionnel. Bien sûr, un bras amputé, si le membre est bien conservé, on peut réimplanter en raccourcissant un peu l'humérus, on s'en sort, mais ça sera surtout un membre social, on va dire, qui récupérera moins. Effectivement, il faut refroidir le membre amputé ou le doigt amputé, pas le congeler. Et là, il y a une nuance. C'est-à-dire que le plus fréquent, c'est quand même un doigt. On prend le doigt, on le met sur un linge le plus propre possible, mais pourquoi pas un sopalin, enfin pas forcément
petit tissu, ce qu'on a, et on met de la glace en dessous. Il faut le mettre à distance de la glace, pas au contact. Une fois, j'ai reçu en urgence, pendant un remplacement, j'ai beaucoup remplacé au SOS Main d'Avignon, et une fois, je reçois un patient avec un doigt amputé. Il avait été conservé au contact de la glace. Tout était gelé. Il est congelé. Il est congelé, donc c'est fini. En fait. Il est foutu. Il s'est foutu. Donc quand il est congelé, on peut plus le remettre. Ah non, c'est tout est. Enfin là, les cellules meurent immédiatement, donc ça marche pas ça. Donc on refroidit, on reste à jeun. Le verre d'eau pour que le patient aille mieux, ça il faut pas le faire. On reste à jeun, on boit pas, on mange pas, on fume pas. Si ça saigne, on comprime, on met pas de garrot. On prend un linge propre, on appuie dessus avec l'autre main ou quelqu'un qui est à proximité, ça va s'arrêter de saigner. Et on surélève le membre. Et on va dans un SOS main, idéalement si c'est un doigt. Et au niveau des pieds, on réimplante pas. Ça marche pas très bien. Ah, c'est vrai ? Sur Internet, il y a des forums. Moi, j'y suis allé plein de fois. Tout le monde y allait. Tiens, j'ai mal ici, j'ai mal là. Douleur anormale, poitrine, dodo pendant que je dors, machin. Tu sais, tout le monde a regardé. Ouais, bien sûr. Et t'as souvent des trucs un peu dramatiques. Quand tu regardes Doctissimo et tous les autres trucs, qui sont super d'ailleurs, il y a plein de bons conseils, mais ça peut faire peur. On a pris des commentaires, des messages, des vrais messages, vraiment, il y a la date, vous le verrez, il y a marqué profil supprimé, parce que souvent les mecs font un profil, ils postent et après ça s'enlève, mais tout est totalement vrai. Tu vas me dire ce qu'il faut faire ou si tu veux bien donner une réponse. Bonjour à vous, j'ai un truc qui me choque un petit peu. Dans tout ce qu'on voit à la télé en ce moment, et notamment, j'ai regardé l'autre jour la série télé Prison Break, donc ça date de 2008, c'est vieux. Je suis tombé sur le moment où un détenu se fait couper carrément la main à la hache, puis il se la fait ressouder par un vétérinaire de surcroît. Désolé si ma question peut paraître stupide, mais il me paraît complètement invraisemblable de pouvoir ressouder une main de la sorte en rétablissant toute la circulation sanguine, de la connexion nerveuse et les os. Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que c'est réel? Tu l'as dit avant. Ça peut être réel, mais il faut être plus que vétérinaire. Enfin, il faut être spécialiste en microchirurgie. Il faut maîtriser la microchirurgie. Peut-on se faire réduire le pénis par chirurgie? Par exemple, enlever le morceau du milieu, histoire d'épargner le gland. Voilà, c'est une vraie... Alors, 2007. Ça, Des gens qui ont des trop gros si, je connais un urologue qui m'a parlé de ça, qui a opéré dernièrement, et je sais un sexe trop gros. Alors, la technique, je la connais pas, mais c'est possible d'opérer. Oui, oui, je connais. C'est des problèmes qui arrivent. Un urologue spécialisé. Bonjour, je vais me faire opérer de la mâchoire inférieure. Lorsque le chirurgien m'a demandé, devant mes parents, si je fumais, j'ai 16 ans, j'ai dit non, parce qu'ils ne savent pas que je fume. J'aimerais savoir si c'est grave de fumer avant cette opération. Ça, c'est intéressant. Oui. Imaginez que vous allez avec vos parents et qu'ils le savent. C'est sûr. Alors, c'est grave pour toutes les opérations. De fumer? De fumer. Pour la cicatrisation, c'est idéalement, moi je dis quasiment à tous mes patients, il ne faut pas fumer. Il y en a qui l'écoutent, il y en a qui ne l'écoutent pas. On sait que la microvascularisation, c'est-à-dire ce qui nourrit vraiment tous les tissus, est fortement et négativement... ouais, c'est mauvais, quoi. C'est très mauvais, ouais, c'est très mauvais. Il y a Bébert 01200, le 18 septembre 2023, on embrasse, qui dit « J'ai une asymétrie au niveau des yeux, que je trouve flagrante, j'ai un œil un peu plus bas que l'autre. » Je crois qu'on est quasiment tous asymétriques en réalité, mais lui apparemment c'est très violent. Il dit « J'ai un œil un peu tombant. » Est-ce qu'il y a une manière de remonter les deux yeux et de les équilibrer? Alors il faut voir s'il a les yeux juste qui louchent un peu ou si vraiment c'est une différence sur le plancher de l'orbite, parce que là c'est compliqué. Le risque ensuite, c'est de voir double. Si on modifie ton... J'imagine qu'il y a une technique, mais je pense que les chances de l'améliorer sont très faibles. Moi, j'ai effectué une opération de ma clavicule suite à une fracture de ma clavicule gauche, sauf que j'ai un souci, voilà. Je me suis fait opérer sur ma cicatrice, il y a un endroit que je peux toucher. On sent le morceau de métal sur ma clavicule. Est-ce que c'est normal ou pas? Oui, c'est normal, parce que la clavicule est un os sous-cutané. Donc on sent, on peut même compter les vis souvent. Ah oui, on sent, à travers la peau, oui, on compte les vis. Donc il faut retirer la plaque. Dans le cadre d'une opération réclamant une anesthésie générale, le patient peut-il demander, voire exiger une méthode d'anesthésie plutôt qu'une autre? Alors, non. Il a peur de se faire endormir avec du gaz, en gros, lui. Oui, alors, il y a les gens qui peuvent bénéficier de toutes les techniques. Donc effectivement, si ça ne modifie pas les risques pour lui, on va plutôt aller vers la technique qu'il préfère. Mais globalement, on n'est pas dans un restaurant, on ne choisit pas le menu. C'était ma question d'après. Ouais, c'est-à-dire que si c'est-à-dire qu'on explique le mieux pour le patient. S'il n'est pas d'accord, il a toujours le choix d'aller ailleurs. Est-ce que c'est vraiment dangereux de se faire anesthésier entièrement? Est-ce qu'il y a un vrai risque à chaque fois? Non, le principal risque, c'est le risque qu'on a tous pris pour venir dans ce studio. C'est l'accident de voiture ou de deux roues. Les risques sont très maîtrisés dans nos pays. Évidemment, il n'y a pas de risque zéro, nul, mais il est très, très, très faible. C'est pour ça qu'il y a une consultation d'anesthésie
obligatoire. Que ce soit pour une anesthésie générale, mais même pour une péridurale ou une anesthésie du bras ou de la jambe. T'as jamais un mec qui est mort, que t'as endormi, et qui est mort d'une mort subite, entre guillemets? Non. Est-ce que t'as déjà fait, je vais te reposer une autre question, il y en a une autre qui est drôle, mais est-ce que t'as déjà fait une erreur, toi? Tout le monde fait des erreurs, tous les humains font des erreurs. Est-ce que t'as une erreur un peu drôle ou un oubli de quelque chose? Alors j'ai failli avoir deux fois en 20 ans, une erreur de côté. C'est-à-dire opérer le mauvais côté. Alors moi j'ai une technique jusque-là infaillible, c'est que je note en fin de consultation devant tous mes patients le côté sur un agenda. Par exemple, canal carpien, à la fin de la consultation, ma dernière question c'est « Donc on opère bien le côté droit ?» Oui. Et je mets un D à côté du nom. Et avant d'opérer chaque patient, je regarde mon agenda. Si un jour j'ai pas mon agenda, ça m'est jamais arrivé, mais j'irai le chercher chez moi. Ah, c'est vrai? Parce que j'ai moyennement confiance dans la fiabilité de la formation numérique. Ne serait-ce que parce qu'elle va être relayée par des gens de bonne foi qui font au mieux leur métier, mais qui ont moins d'intérêt que moi à ce que ça se passe bien. Et les 2 fois, c'est un D qui a dû se transformer en G sur le programme opératoire, donc tout ce qui est imprimé ensuite. Et l'infirmière a installé le mauvais côté. Et moi, je suis arrivé, j'étais un côté droit, là, c'est marqué G. C'est moi qui ai raison, on change tout. C'est vrai? Puis il n'y a pas eu de suite. Waouh! Et c'est pour ça que le plus responsable, c'est celui qui est en bout de chaîne, donc c'est le chirurgien, en fait. C'est normal, je trouve. Bonjour tout le monde, je viens vers vous car je me suis fait opérer il y a une semaine du ligament croisé. Maladie rencontrée souvent en faisant du foot. Et ma cicatrice est vraiment moche et boursouflée, on dirait un rôti en ficelle que l'on met au four. Auriez-vous des avis? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des cicatrices à des endroits qui soient plus moches? C'est ça, ce qu'on appelle les cicatrices hyperplasiques. Après, il y a les cicatrices kéloïdes, mais ça, on n'en voit pas, c'est vraiment des trucs... Ça ressemble presque à une tumeur, en fait. C'est-à-dire qu'une cicatrice évolue sur 1 an. Donc pendant 1 an, évidemment, on ne doit pas réopérer une cicatrice parce qu'elle n'est pas jolie. On attend. Les facteurs qui aggravent le côté esthétique d'une cicatrice, c'est le tabac, c'est le soleil. Donc on protège tous mes patients, je leur dis de mettre des crèmes anti-UV. Et puis après, il y a des pansements spécifiques en silicone qu'on peut appliquer plusieurs jours, idéalement 2 mois, en quasi permanence. Et puis on peut faire enfin de la rééducation sur les cicatrices. Bonjour, je me suis fait recoller les oreilles. Moi, j'ai failli le faire plus jeune. Ça, c'est une opération qui est très courante. On les oreilles décollées, on se les fait un peu recoller. Il y a 4 jours de ça. Le problème, c'est que j'ai une oreille qui a lâché, qui est revenue comme avant, et l'autre qui est encore maintenue. Voilà. C'est en 2013. Hein, voilà. C'est le pavillon de mon oreille gauche qui est tout rentré. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je voulais savoir si ça va se remettre en grandissant. Ah non, si c'est décollé, ça s'est décollé. Oui, il faut le réopérer, je pense. Ouais. Et dernière, c'est Inagaki. Bonjour, désolé d'avoir posté ce sujet, je ne sais pas trop où le mettre. Alors voilà, je suis très curieuse de savoir l'effet de l'anesthésie générale. Vous savez, quand pour se faire opérer, on s'endort. Il y a quelque chose qui me chiffonne. J'ai lu que quand tu t'endormais, tu n'avais plus de conscience. Tu faisais pas de rêve non plus. Ça m'intrigue, j'en ai très peur, mais j'aimerais tester. Est-ce qu'il y a des médicaments que je peux acheter pour avoir la même sensation? Oui, mais elle risque de mourir. Voilà, c'est ta réponse, Inagaki. 10 ans plus tard, après avoir posté, oui, c'est très dangereux de s'endormir tout seul, il faut surtout pas le faire. Surtout que quand on te fait une anesthésie générale, tu te mets en apnée. Tu arrêtes de respirer. C'est ce que font certains qui veulent se suicider. Waouh! Ah oui, c'est pour ça qu'il faut la machine, etc. C'est pour ça qu'il faut la machine. Voilà. D'ailleurs, ceux qui réussissent leur suicide, malheureusement, sont souvent des gens du corps médical. Ah, c'est vrai? Parce qu'ils connaissent les techniques, donc... ils ont des seringues électriques, c'est-à-dire qu'ils continuent à pousser alors que tu perds conscience. Pour continuer de t'envoyer des trucs. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as déjà des gens qui t'ont remercié pour tout ce que tu fais, pour terminer? On parlait tout à l'heure de la personne, tu disais que tu changeais souvent, mais est-ce que tu as des gens qui sont revenus? Oui, c'est d'ailleurs ça le plus... gratifiant. Gratifiant, c'est quand tu vois pour la dernière fois un patient qui t'a fait des fois plusieurs opérations, et à la fin, il te serre la main, il te dit « Docteur, vraiment, mais vraiment merci ». Et ça vaut... finalement, c'est le bénéfice que j'espérais, auquel j'avais jamais pensé quand j'étais enfant et que je voulais ouvrir les gens, on va dire. Voilà, ça c'est... Oui, les gens remercient. Ouais, les moments humains, tu n'imaginais pas, qui sont finalement géniaux. C'est le plus génial, parce que techniquement, j'ai fait quand même un peu le tour maintenant. Mais humainement, j'ai pas fait le tour. Est-ce que tu as déjà vu, on en parlait avec Philippe Boxall, le médecin légiste, des monsieur qui étaient décédés avec des piqûres de nouveaux animaux de compagnie, c'était des scorpions, il y a eu des serpents aussi. Est-ce que tu as déjà vu une blessure par un animal étonnant? Oui, alors c'était pas un animal de compagnie, parce que ça serait une drôle de compagnie, c'était par un requin.
T'as vu une morsure de requin? Ouais, une morsure de requin chez un gamin qui faisait le tour du monde avec ses parents, des gens qui habitent à 7. Et le gamin avait 8 ans. Je l'ai revu il y a 2 ans maintenant. Et donc, ils étaient en Polynésie et il y a une pratique qui se fait, mais qui n'est pas recommandée, c'est de nourrir les requins pour qu'ils viennent, en fait. Et ce qui s'est passé, le père m'a expliqué, ils ont nourri, donc c'était les requins, je crois que qu'on appelle la pointe noire. Ah oui, soi-disant, ça ne mord jamais l'humain. Comme les chiens. Et donc, ils ont appâté, et je pense que le requin, parce qu'un animal est rarement violent, hein, en fait, et a voulu manger ce qu'on lui donne à manger, et il y avait le bras du gamin au bout, donc il a mangé la viande, et puis il lui a croqué la main. Alors, il lui a juste croqué, il a pas arraché. Il a niaqué, quoi. Il a niaqué, donc il a été opéré à Tahiti, je crois. Et moi, je l'ai suivi ensuite en consultation. Il avait bien récupéré, il a bien compensé, les enfants compensent. Il manquait quelques tendons, mais il arrivait à compenser, il avait une fonction à 95%. Mais tu voyais la marque, vraiment la cicatrice des 2 U, en fait, de la mâchoire. Les dents sont beaucoup plus violentes qu'un chien, non? Ah, là, je pense que la pression, oui. C'est encore autre chose. Hein. Ah, c'est encore autre chose. Surtout quand il commence à secouer, un peu comme les crocodiles. Là, le bras est arraché. Hein, pour parler des enfants, pour terminer là-dessus, tu as déjà eu une histoire d'une fille de 4 ans dans les portes. Ça, c'est très intéressant si vous êtes parents, ou si vous allez l'être plus tard, etc. C'est les enfants qui mettent leurs doigts dans les portes, c'est la base. Tout à fait. Et toujours côté charnière, c'est là où c'est le plus dangereux. Ça peut être très grave. Ça peut être très grave. Donc, il y a plusieurs stades. Il y a l'ongle arraché, après, il y a la fracture ouverte, mais qui reste irriguée, en fait. D'ailleurs, j'ai opéré mon fils quand il avait 4 ans de ça, c'était un peu spécial. Ton propre fils? Oui, parce que j'avais peu confiance dans le chirurgien qui devait l'opérer. Je ne lui ai évidemment pas dit. Et puis j'ai dit, je vais opérer mon fils. Et c'est un peu spécial quand tu as un gamin de 4 ans, surtout bien vivant comme il était à l'époque, avec beaucoup d'énergie, que tu le vois sous anesthésie générale. Ah oui. À 4 ans, c'est anesthésie générale. T'as 2 fois plus la pression quand c'est ton fils? Bien plus que ça, en fait. C'est vrai? Ah oui. C'était le moment le plus dur pour toi, parce que tu as de l'affect? J'ai de l'affect tant que je le vois sous anesthésie. Une fois qu'on a fait les champs opératoires et qu'à la main, tac, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Soldat, ça s'arrête et je fais le truc. Donc ça, c'est le 2e stade, la fracture ouverte. Il n'a d'ailleurs aucune séquelle. Et ta femme, c'est là, à ce moment-là? Non, c'était moi qui l'avais gérée. Elle était restée à la maison. Et donc là, j'ai reçu, donc, il y a quelques années, une gamine de 4 ans. Et là, c'est le stade ultime, c'est l'amputation du doigt. Oh, c'est-à-dire que le doigt reste dans la porte. Putain, ça peut arriver, ça? Ah oui, bah, c'est une question d'énergie, hein, si le doigt est tiré. Donc là, c'était vraiment la 3e phalange, hein, celle du bout, qui était arrachée. Il faut retrouver la petite artère qui nourrit le doigt, qui est au centre de la pulpe. C'est tout petit. C'est déjà tout petit chez l'adulte, mais chez l'enfant, c'est encore plus petit. Je ne l'ai jamais trouvée. C'est-à-dire qu'elle a été strippée, elle a été arrachée un peu. Donc elle claque en fait comme un élastique, donc il n'y a plus d'artère. Donc tu passes 1 heure sous microscope à chercher. Tu ne trouves rien. Donc si tu ne trouves rien, tu ne peux pas réimplanter. Il y a vraiment les tout petits où on peut remettre le doigt avec 2 points sur la peau. Ça marcherait de temps en temps. Bon, c'est plus une légende urbaine. Là, je n'ai pas trouvé l'artère, donc j'ai dû raccourcir le doigt. Voilà, c'est triste. C'est triste et c'est, on va dire, pour moi, c'est un échec, ça. Vraiment un échec. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'est un échec parce que j'estimais devoir réussir. Enfin, je ne voyais pas la limite technique à ça et en fait, je ne pouvais pas. Et la maman était très traumatisée. La gamine, j'ai revu 1 mois après, mais c'était déjà oublié. Ah oui? Ah oui, et puis ça, c'était il y a de nombreuses années. Oui, j'étais encore dans l'autre clinique, donc c'est peut-être 10 ans. Donc maintenant, je suis sûr qu'elle... Elle aura un doigt plus petit, quoi. Plus petit, c'est ça, elle a un doigt en moins. C'est adapté, c'est ça. Le système de santé en France, la majorité des Français, 75% ont confiance dans le système de santé. C'est un chiffre IFOP, hein, c'est un vrai sondage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu as vu qui pourrait s'améliorer? C'est toujours bien, parce que parfois, il y a des gens qui peuvent regarder dans des ministères, voir des trucs, juste passer un message. Qu'est-ce que tu trouves qui manque? Alors, ils ont déjà raison d'avoir confiance, parce qu'on est très très bien formés. Ça, c'est évident. Ensuite, évidemment, il y a des déserts médicaux, mais parfois, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs kilomètres pour consulter un centre spécialisé. C'est à l'orientation des patients, des fois, mais qui s'améliore. Dans le cas de notre SOS Main, on a quand même des liens avec beaucoup de cliniques, beaucoup d'hôpitaux. Mais de temps en temps, on voit des gens opérés ailleurs par des gens moins spécialisés, qui ont fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire dans le cas de l'urgence, on ne peut pas leur en vouloir. Mais on se dit, voilà, ce patient aurait fait 50 km de plus, on aurait gagné... un peu de temps. Un peu de temps et surtout moins de séquelles, des fois. Plus déserts médicaux, c'est ce qu'on appelle ça. Il manque de médecins sur le territoire, c'est le quadrillage, quoi. Oui, c'est ça. Il faudrait... Pas que les grosses villes. Oui, c'est ça. Il faudrait... T'as combien d'enfants? Un enfant. Un enfant. Qui a 25 ans, Maxime. Son doigt, tu l'as sauvé?
Ah oui, oui, tout à fait. Maintenant, il est grand, il a 25 ans. Hein, donc il est sauvé, il sert de ses mains, il fait du sport, il est aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour terminer? T'as rien à vendre, hein, t'es pas venu faire de la promo, t'es juste venu raconter des anecdotes de ta vie. Oui. Si ça peut, c'est intéressant déjà de découvrir la vie d'un chirurgien, et puis si ça peut donner envie de faire ce métier, on en manque hein, de toute façon de chirurgien, il y aura toujours de la place, il y aura toujours besoin de chirurgiens. C'est un beau métier, t'es content de l'avoir choisi? Oui, je suis. J'ai vraiment réussi à aller au bout de ce rêve-là, en fait. J'ai vraiment obtenu ce que je voulais quand j'étais gamin. C'est-à-dire, là, j'ai tout, en fait. Si c'était j'ouvre les gens, ah oui, oui. Même si c'est très dur. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer comme ça jusqu'au bout, de continuer à transmettre. On forme des chirurgiens qui viennent de l'étranger. Tous les 6 mois, on a des chirurgiens. En ce moment, on a une femme qui vient du Togo, qu'on a eu pendant 1 an. On a eu des Argentins, des Belges, des Tunisiens, enfin, toutes les nationalités depuis 20 ans. Et ça, c'est super de pouvoir transmettre. Ah, c'est super. Merci beaucoup d'être venu. T'as opéré, t'as bossé, t'es venu vraiment de Montpellier ce matin très tôt. Tu es retourné juste après, là. T'as vraiment fait l'aller-retour pour venir. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait l'aller-retour. Merci d'avoir envoyé un mail. Si vous voulez faire d'ailleurs comme Frédéric, vous pouvez envoyer un email sur cette adresse-là, contact@legendegroupe.fr. C'est moi qui regarde les mails avec toute l'équipe. Vous envoyez juste une petite explication avec votre numéro de téléphone. Je suis désolé, j'avais un petit rhume aujourd'hui. Pour tout vous dire, j'ai essayé de tenir toute l'émission sans trop renifler, ce qui n'était pas facile aussi. Pendant que tu parlais, je me mouchais discrètement. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Merci de nous écouter en podcast audio de plus en plus nombreux. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches. Merci de vous abonner en masse sur la chaîne YouTube de Légende. Et on se retrouve pour la prochaine émission très vite de toute façon. Gros bisous tout le monde.